actuelle, où chacun peut vivre et être ce qui lui chante. Mais alors que le fondateur de l'Oasis meurt sans héritier, une formidable chasse au trésor est lancée. Celui qui découvrira les 3 clés cachées dans l'Oasis par son créateur remportera 250 milliards de dollars. Multinationales et geeks s'affrontent alors dans une quête épique dont l'avenir du monde est en jeu. Que le meilleur gagne. Donc voilà pour le résumé. Et on est parti pour lire un petit peu le roman et que vous puissiez voir le ton dans lequel c'est écrit. Les gens de mon âge se souviennent tous de l'endroit où ils se trouvaient et de ce qu'ils étaient en train de faire lorsqu'ils ont entendu parler du concours pour la première fois. Moi, j'étais dans ma planque et je regardais des dessins animés lorsque le bulletin d'information est tombé, interrompant mon flux. James Hallyday était mort pendant la nuit. Je savais qui était Hallyday, comme tout le monde. C'était lui qui avait conçu l'Oasis, l'énorme plateforme multijoueur en réseau, à l'origine du système de réalité virtuelle mondiale, dont la plus grande partie de l'humanité se servait désormais au quotidien. Je n'ai pas tout de suite compris pourquoi les médias accordaient tant d'importance à la mort du milliardaire. Après tout, les terriens avaient bien d'autres soucis. La crise énergétique qui n'en finissait pas, le désastre du changement climatique, la famine, partout la pauvreté et la maladie, et puis une bonne demi-douzaine de guerres en cours. Comme on dit, chiens et chats ne font pas bon ménage, et c'était l'hystérie générale. D'habitude, les infos n'interrompaient pas les sitcoms et autres séries interactives, à moins que quelque chose de vraiment grave soit arrivé, comme une nouvelle épidémie virale mortelle ou la disparition d'une grande ville sous un champignon atomique. Des trucs énormes dans ce coup-là. Hallyday était certes célèbre, mais sa mort ne méritait pas plus qu'un court reportage au journal du soir, pour que la plèbe puisse secouer la tête avec envie au moment où les journalistes annonceraient le montant obscène qu'allait toucher les héritiers du riche défunt. Mais c'était justement là que ça coinçait. James Hallyday n'avait aucun héritier. Il était mort à 67 ans, toujours célibataire, sans aucun parent encore en vie, et d'après la plupart des témoignages, sans amis. Il avait choisi de passer les 15 dernières années de sa vie coupé du monde, et si l'on en croit la rumeur, ça l'avait rendu complètement marteau. C'est pourquoi, en cette matinée de janvier, la vraie nouvelle qui décoiffait, celle que tout le monde attendait de Tokyo à Toronto, en chiant dans son froc, c'était le contenu des dernières volontés de Hallyday et ce qu'il allait advenir de son immense fortune. Hallyday avait préparé un bref message vidéo. Il avait stipulé qu'on ne devait le diffuser dans le monde entier qu'après sa mort. Il s'était également arrangé pour que tous les utilisateurs d'Oasis reçoivent une copie de cette vidéo via un courrier électronique ce matin-là. J'entends encore le son si familier du carillon informatique signalant l'arrivée de son message dans ma boîte de réception. À peine quelques secondes après avoir visionné ce premier bulletin d'information. En fait, son message vidéo consistait en un court-métrage au montage méticulé intitulé L'invitation d'Anorak. Connu pour son excentricité, Hallyday avait toujours été obsédé par son adolescence. C'est pourquoi l'invitation d'Anorak était truffée de références obscures à la culture pop des années 80.
J'en avais d'ailleurs loupé la plupart la première fois que j'avais visionné cette vidéo. Le clip n'excédait pas 5 minutes. Mais au cours des jours et des semaines qui avaient suivi, c'était devenu le film le plus étudié de l'histoire. Compte tenu du temps et des efforts qui avaient été consacrés à l'analyse de chaque image, cette vidéo surclassait jusqu'au film tourné par Zapruder lors de l'assassinat du président Kennedy. Tous les jeunes de ma génération n'allaient pas tarder à savoir par cœur le message de Hallyday. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, qu'ai-je pensé de ce roman? Je l'ai trouvé vraiment bien. Honnêtement, j'ai failli dire très bien, mais il y a une partie qui m'a un peu saoulée, donc il va rester bien. J'aime beaucoup la façon dont c'est écrit. Certes, le personnage principal est un grand adolescent, on va dire, parce que 17 ans, voilà, c'est la fin de l'adolescence. Mais le livre n'a pas du tout un ton de bébé. Alors, bizarrement, dans ma bibliothèque, il n'est pas classé roman pour ados, même si je pense qu'il peut parfaitement être lu par des lycéens sans problème, parce qu'il n'y a pas trop de trucs violents ni sexuels et que le ton est quand même tout à fait compréhensible par des personnes de cet âge-là. Franchement, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé et que je recommanderais d'offrir à des personnes que vous connaissez qui aiment, qui soit ont envie de reparler des années 80. Donc dans ce cas-là, moi j'ai envie de dire mes parents qui étaient adolescents, puis adultes dans les années 80. Soit à des personnes qui connaissent pas du tout les années 80 et qui pourraient plus s'identifier au personnage principal. Et dans ce cas-là, moi je pense à un de mes frères. À Noël, je pense que je vais l'offrir. Je vais très certainement l'offrir à mon frère à Noël. Tellement il m'a plu et que j'ai pensé qu'il lui plaira. Donc pourquoi est-ce que ce roman m'a plu? Déjà, j'ai beaucoup aimé le concept du roman avec la Terre dans quelques années futures, des nouvelles avancées technologiques, le principe de l'oasis, ça m'a paru crédible. Le milliardaire qui n'a pas d'enfant et qui fait une chasse au trésor pour sa fortune, ça m'a paru crédible. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça bien. Les différents personnages du roman sont vraiment réalistes, cohérents dans le roman. Donc ça aussi, ça m'a paru vraiment bien. Au début, toute la découverte d'une des clés par le héros, sans vouloir trop révéler, ça m'a paru cohérent. Pourquoi est-ce que finalement j'ai trouvé ce livre bien et non pas très bien, voire excellent comme je le pensais au début? C'est à cause du milieu du roman. Dans le milieu du roman, le héros va perdre de vue la quête de l'héritage et les raisons pour lesquelles il la perd de vue m'ont paru beaucoup trop clichés et vraiment m'ont déçu. Et je pense que le roman aurait beaucoup gagné à avoir un côté un peu moins caricatural pour ce milieu, parce que tout le reste du roman en fait n'est pas du tout caricatural et vraiment bien pensé. Après, le côté passion années 80, oh là là, les années 80 c'était trop bien, il y avait la meilleure musique, les meilleurs films et tout. Ça m'a pas trop pesé, j'avais peur que ça me gonfle, mais vraiment énormément. Mais en fait au final c'était un peu chiant, mais ça allait encore. Ça allait encore parce qu'il y a quand même plein de films, séries, etc. différents qui étaient évoqués. Donc ça allait encore. Après, de toute façon, il y a un regain de l'intérêt pour les années 80, vu que ça y est, ça fait 30 ans que, voire presque 40, qu'elles ont eu lieu. Et que du coup, bah, comme d'hab, hein, la mode c'est cyclique, donc on revient à ça. Donc bon, après, c'est pas ce qui m'a le plus perturbé, voilà. Donc vraiment, un roman que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande,
sachez qu'un